Agnès Maltais a marqué le paysage politique et médiatique de notre capitale nationale et bien au-delà, pendant plus de 20 ans comme députée. Je suis vraiment contente de la recevoir aujourd'hui. On a beaucoup de sujets dont on veut discuter. Bienvenue à Duo. Alors, Agnès Maltais n'a pas vraiment besoin de longues présentations, alors je vais faire ce cours. Mais si on résumait un peu, députée de Taschereau pendant 20 ans, en fait 19 ans et 11 mois pour être tout à fait précise, impliquée politiquement bien avant, notamment pendant le référendum de 1995. J'ai eu la chance de collaborer avec elle à partir de 2012. Pas certaine qu'elle va se souvenir exactement quand on s'est rencontrés, parce que j'étais une petite attachée de presse pendant la campagne électorale de 2012 pour le candidat du PQ dans Jean Talon. J'étais l'attachée de presse de NECO. Agnès, pour te mettre en contexte. On s'est croisés dans des événements et notamment à un spectacle de Michel Louvain. Je vous la voyais pas, mais elle l'écarquille les yeux. Je pense qu'elle ne s'en souvient pas. Dans Saint-Sacrament? Oui! Oui, c'est la fois où j'ai vu rencontrer Michel Louvain et placoter avec lui, mais t'étais là? J'étais là. Très discrètement, je faisais mon travail de façon très effacée à ce moment-là. Ensuite, c'était le gouvernement, en 2012-2014, gouvernement Marois. Ça avait commencé de façon assez spéciale. On était dans le local électoral de Taschereau cette soirée-là et on a vu à la télévision ce qui s'est passé à Montréal, la tentative d'attentat contre Madame Marois. Cette soirée-là avait une lourdeur à la fin de la soirée, une belle victoire pour toi, Agnès, mais comment tu t'es sentie par rapport à ça? Choquée, dans le sens de j'ai eu un choc. Non pas choquée, enragée, mais choquée, parce que tout à coup, un attentat politique arrivait au Québec. C'était un attentat politique. Et on tentait de détourner le résultat d'un exercice démocratique extraordinaire. Peu importe qui gagne l'élection, écoutez, quand 2 personnes sur 3 s'en vont aux urnes déposer un petit bulletin puis décider qui gouvernera pour les prochaines années, c'est quelque chose de très spécial. Et savoir que quelqu'un essaie de détourner ça par un coup de feu en essayant de tuer la première ministre, j'étais sous le choc. La chose très personnelle que nous avons vécue ensemble, Antonine, c'est qu'il y avait plein d'amis dans cette salle-là. Il n'y avait pas seulement Mme Marois, il y avait les attachés politiques, il y avait les amis qui ont failli, les militants qu'on connaît, qui ont failli être tirés par quelqu'un. C'est une question de quelqu'un qui a frappé, qui a fermé une porte rapidement à un moment donné, puis que le fusil est clenché. C'est 2 hasards qui ont fait que on n'a pas compté les morts parmi nos amis et nos gouvernants. Alors c'était un choc. Quand même une personne qui est décédée, qui avait rien à voir là-dedans en plus, et une personne très grièvement blessée, des collègues, des amis qui sont restés traumatisés. Après, on n'en a plus beaucoup parlé de tout ça. On a comme oublié. On a parlé. T'as parlé des ça, ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. J'ai pas oublié les décès, mais à l'époque, on savait pas encore qu'il y avait des décès quand on se rappelle dans l'atmosphère de la soirée. Après, on a su qu'il y avait des techniciens un qui était mort, l'autre gravement blessé. Je pense qu'on en a reparlé, mais il faut savoir que Mme Marois avait décidé de ne pas en faire un enjeu politique. Elle avait dit, ça m'est arrivé, oui, mais elle voulait pas partir son mandat et le mandat du gouvernement sur une pareille chose. Elle voulait pas que ça définisse son mandat, peut-être? Voilà. Donc, on a accepté ça, mais rétrospectivement, je pense que c'était une erreur. Elle-même aussi, parfois, se le dit, on aurait dû nommer la chose. Parce qu'il faut nommer ces choses-là. Première femme, première ministre au Québec, souverainiste, attaquée pour ça, par la violence, qui est vraiment, c'est vraiment une attaque contre la démocratie, complètement, je suis d'accord. Donc, si je me rappelle très bien de cette soirée. Après, la vie continuait. On s'est côtoyés dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Tu étais ministre du Travail et de l'Emploi. Moi, j'étais attachée de presse dans un autre cabinet. C'est plus lorsqu'on était dans l'opposition officielle de 2014 à 2018 qu'on a travaillé de façon plus intensive. On a fait
d'innombrables points de presse, scrum, entrevues. On a peaufiné nos lignes de presse ensemble pour avoir la bonne clip, pour être en mesure là d'atteindre nos objectifs stratégiques. Je sais pas si tu te rappelles, mais tu m'avais même donné un surnom parce que j'étais assez bonne pour trouver des lignes. Puis Agnès venait me voir et elle me disait « Donne-moi mes lignes ». Puis fait que je suis devenue Antoligne Yaccarini pendant un petit bout de temps. Faut dire que j'étais sur tous les fronts parce que j'avais une bonne expérience politique comparée à une partie des gens qui étaient encore là. J'avais porté plein de dossiers, j'en connaissais plein. J'étais à Québec, donc quand personne était à Québec, j'étais là. Pauvre Agnès, on l'appelait tout le temps. S'il y avait quelque chose le vendredi là, qui se passait... J'ai même commenté la crise du fromage, de la listériose. Tout ça. J'étais obligée d'apprendre ça en 5 minutes. Tu me bourrais le crâne, puis là, ça faisait « OK, go », fallait faire face à la meute des journalistes. Mais j'avoue, je trouve encore que tu étais une super attachée de presse. Et moi, j'avais la chance de travailler avec une élue d'expérience. Puis effectivement, on regardait le dossier, on trouvait ce qu'on avait à dire, puis on y allait. Puis je savais que je pouvais toujours me fier sur Agnès pour qu'on soit vraiment performant par la suite, puis qu'on gagne des points politiques. C'était jamais une inquiétude. Un enjeu dont je veux qu'on discute aujourd'hui, c'est celui du pont de Québec. Parce que ça fait tellement longtemps et c'est vraiment emblématique de notre région. Il y a eu ce point de presse cette semaine. La nouvelle était sortie quelques jours avant pour annoncer cette entente qui est survenue à propos du pont de Québec. On va écouter Justin Trudeau. Ça a pris 8 ans. C'est ça que ça a pris. Mais on l'a livré. Bon, il a livré. Il dit que ça a pris 8 ans. Ça a pris pas mal plus que 8 ans. Ça a pris pas mal plus que 8 ans. Ça a peut-être pris 8 ans aux libéraux. Mais ça fait longtemps qu'on attend que le pont de Québec revienne entre les mains de gens responsables. Parce que c'est ça. Il a été cédé au CN, je crois, sous Stephen Harper. Ah, même avant. Même avant. Et oui, même avant. Puis on a toujours eu une discussion dans la région sur c'est un objet patrimonial, c'est un objet intéressant. En plus, c'est un lien physique, c'est le premier lien. C'est un lien physique entre les deux rives dont on a extrêmement besoin. Comment ça se fait qu'on le laisse se dégrader? Rappelez-vous qu'on a même peinturé un bout à un moment donné. Parce ça, c'était honteux. La moitié. Avait donné la moitié. Mais l'autre chose, c'est que ça coûtait beaucoup plus cher que ce qu'on pensait parce que dans les coûts, il avait oublié qu'il se nettoyait au jet de sable, que tu ne peux pas envoyer le sable et la rouille dans le fleuve. Donc, il y a eu plein d'erreurs dans ce dossier-là. Mais définitivement, aujourd'hui, ce qu'on a à saluer, qui en a à saluer, c'est Yvon Charest. Parce qu'il était bénévole, il l'a fait bénévolement et il a pris ce mandat-là. Il a réussi à convaincre les deux, le gouvernement fédéral et le CN, de signer enfin puis qu'on rapatrie le pont. Le gouvernement du Québec n'a pas voulu embarquer, la Ville de Québec aussi. J'en avais jasé avec Régis Labaume à l'époque, qui disait Agnès, c'est pas à nous ça, c'est au fédéral à payer pour ce pont-là. Il avait raison. Toutefois, à un moment donné, il y avait une certaine exaspération dans la région là, et aussi une certaine crainte. Tu peux pas laisser se dégrader une grosse infrastructure comme ça, c'est essentiel. C'est comme je disais, c'est irresponsable. Puis ça explique aussi pourquoi ça va coûter si cher, hein, que ça ait traîné en longueur aussi longtemps. Ce qu'on n'entretient pas, ça finit toujours. Ce qu'on paye pas pour, ben on finit par le payer pour. On paye toujours pour. On paye toujours pour. D'ailleurs, parlant de la région, oui, il y a le pont, mais il y a plein d'autres enjeux en ce moment. Hein. Le Québec fait beaucoup jaser, même sur la scène nationale. Ça devient des débats vraiment sur la scène nationale. Moi, j'ai ma propre analyse sur la dynamique politique à l'heure actuelle entre les différents acteurs clés de la région, différents paliers de gouvernement. Mais je serais curieuse d'avoir la tienne. Est-ce que tu trouves qu'en ce moment, on avance, les projets avancent? Est-ce que tu penses que la synergie est bonne entre les acteurs clés? Je vais être prudente parce que je veux pas envenimer les choses, mais il y a actuellement un problème de dialogue. Les gens, il n'y a pas de concertation puis il n'y a pas de dialogue. Moi, j'entends le maire de Québec avoir des mots rudes envers les ministres. Les ministres peut s'intéresser à la volonté de la Ville de Québec. Il y a un problème là. Or, ce n'est jamais ça. Rappelons-nous à la fin de l'exercice de Régis Labaume, son dernier mandat.
Il était exaspéré de se faire refuser certains projets. Alors, il commençait à hausser le ton. Puis, je me rappelle, les gens n'aimaient pas ça. Non. Les gens, là, ils commençaient à baisser dans les sondages, puis ça devenait difficile de régler les projets. Quand ça devient personnel, hein, puis envenimé, là. Et là, il est en train... Pourtant, quand le maire Marchand a commencé, il y avait un bon ton, les gens étaient contents. Oui. Ils disaient, ça a baissé le ton, ils discutaient même Geneviève Guilbeault avait dit ça va faire du bien. Oui, c'est ça. Mais ça y est, on est revenu à un ton acrimonieux. C'est dommageable pour la région. Il semble y avoir un problème aussi de leadership régional. Il y avait beaucoup de tables de concertation, de discussions. Où est-ce qu'elles sont actuellement? Ils peuvent pas se faire dans les officines ou seulement dans les cabinets ou quand on parle de la mairie ou du gouvernement, là. Il faut qu'on sente que la région discute, qu'elle s'aligne sur des projets puis qu'il y a une volonté commune. Le gros projet des dernières années, c'était le tramway. Ben oui. C'était ça qui faisait l'objet de discussion, mais il y avait, je dirais, parfois une courte majorité, ça dépendait, mais il y avait une majorité qui disait on a besoin de ce projet-là. Il est tombé. Mais là, qu'il tombe, c'est quand il est tombé qu'on a vu à quel point il y avait un vide d'autres projets. Ben tout avait été comme focalisé sur le tramway. Puis effectivement, quand il a été remis à plus tard, on va dire ça comme ça, je demeure un peu optimiste qu'éventuellement un jour peut-être, on s'est rendu compte que, parce qu'il pourrait y avoir autre chose que les transports, là, la culture, le tourisme à Québec, il peut y avoir d'autres projets, mais il y a comme un vide en ce moment qui... Oui, culture, tout ça, on voit qu'il y a eu quand même beaucoup de travail dans le passé, de fait. Mm-hmm. Mais le développement du tourisme, je peux pas ne pas dire... Mont-Saint-Anne, parce qu'on a un problème là-bas aussi. Il y a un grand équipement régional qui est en train de se dégrader totalement, puis le gouvernement ne veut pas agir au bon moment ou au bon endroit. Non, il y a vraiment... Le tramway, tout a été misé là-dessus. Et c'est là-dessus, justement, qu'il y a eu une discorde fondamentale entre la ville et la région et le gouvernement, parce que le gouvernement n'a pas misé sur les transports en commun et sur l'environnement. C'est pas sa force actuellement. Non. Puis là, ils sont revenus là-dessus, d'ailleurs. Ils commencent à le dire, puis là, ils ont donné le projet à la Caisse de dépôt pour qu'on essaye de s'en tirer. Mais c'est drôle parce que la Caisse de dépôt, c'est sûr, ils ont fait le REM qui coûte très cher à l'heure actuelle. Puis qui est un projet qui aboutit. Qui aboutit, mais la région n'est pas là-dedans. C'est drôle parce que c'est la première fois où je vois que le grand projet de la région n'est pas porté par les acteurs régionaux et n'est pas fignolé par les acteurs régionaux. Et je ne comprends pas pourquoi. Je comprends que le gouvernement ait pu le retirer des mains de la Ville de Québec, c'est de leur affaire. Ils ont considéré que l'expertise ne devait pas être là, mais on a l'impression qu'on n'est pas mouillé dans le projet. Puis ça, c'est étonnant. Peut-être aussi parce que tout ce qui traîne en longueur finit un peu par se salir. Là. Moi, j'ai cette impression-là aussi. Et j'ai l'impression que la dynamique partisane aussi a un impact. C'est-à-dire que, puis je suis très curieuse d'avoir ton avis, j'ai l'impression que ça divise un peu davantage, qu'on est un peu plus divisé sur des questions qui touchent des enjeux régionaux. Je m'explique. D'avoir des acteurs locaux qui sont de Québec solidaire et de la CAQ, beaucoup. T'sais, on a maintenant un député du PQ dans Jean Talon, ce qui est pour moi une affaire vraiment... ça m'a énormément surprise, étant donné que j'ai milité dans Jean Talon depuis toujours, puis que ça a été tellement un château fort libéral pendant longtemps, que le PQ l'ait gagné, c'est fou. Mais on a quand même la majorité des députés et de la dynamique politique, c'est CAQ versus Québec solidaire. J'ai l'impression que quand c'était PQ, PLQ, sur les enjeux locaux, c'était pas ça qui divisait le PQ et le PLQ. Ah, mais c'est drôle parce que tu le sais, peut-être tu l'as déjà entendu, Sam Hamad, Gérald Deltel et moi, les journalistes nous appelaient les trois amigos. Tu sais, c'est fou, là. Marguerite Delisle m'a déjà croisé d'un corridor puis m'a déjà dit ça me prendrait une question sur tel sujet, il faut que mon dossier relève. Il y avait de la collaboration hors caméra au moins. Oui, hors caméra. Puis même quand on allait dans des endroits publics, on se saluait, on allait se voir, on discutait ensemble. Pourquoi? Parce que la région, on y tenait vraiment à cœur, puis
On se battait pour elle dans chacun de nos gouvernements. C'était plus important que la partisanerie. Oui. Puis on avait toujours un ministre de la région très fort qui se battait à l'intérieur de son gouvernement. On gagnait pas toujours. Mais puis il y avait l'appui de ses collègues, quel que soit le parti, quand on parlait des projets de la région. Alors, on n'était pas contre le projet. Moi, je me rappelle d'avoir chicané Sam ou que Sam me chicanait parce qu'un projet n'avançait pas assez vite. Mm-hmm. C'était de mettre la pression pour que ça se règle. Ben, c'est ça, on le sent pas, ça, en ce moment. Non, puis, malheureusement. On dirait que les intérêts partisans passent un peu avant. Puis on dirait puis notamment sur les projets de transport, on veut faire beaucoup de politique. Puis ça revient souvent ces temps-ci, ils sont très politisés, les projets de transport. Moi, j'y vois aussi une division banlieue-centre-ville, une division avec l'électorat également. On sent que la CAQ veut pas déplaire à son électorat, on sent que QS veut plaire à son électorat. Puis en bout de ligne, est-ce qu'on fait vraiment de la gestion de projets pour le faire avancer tous ensemble? L'impression souvent que c'est pas l'objectif principal, dans le fond, de faire atterrir les projets. Ben en fait, c'est que comme tout est sur les transports récemment, tu as un projet, le tramway, sur lequel tu as la CAQ qui était pas vraiment positive, le Québec solidaire le veut, et tu as le troisième lien où la CAQ est très positive et Québec solidaire est contre. Chacun a son projet. Chacun son projet, puis rien n'avance. Puis dans la région, ça devient difficile à ce moment-là pour les leaders de faire avancer les choses. Ça devient chacun très est campé sur sa position. Moi, je dois dire que je suis favorable aux deux projets. Bon. Par contre, j'ai pas encore vu un projet de troisième lien qui faisait du sens. Fait que pour l'instant, je me dis, on verra ce que l'étude sur la mobilité nous dira, mais c'est vraiment ça a le potentiel d'être un dossier Pont de Québec, là, tu sais, qui traîne en longueur. On verra bien. J'ai envie de te parler des démissions qu'on voit en ce moment en politique. Tu as été 20 ans député. Là, tu es sorti de l'arène. Tu as probablement une perspective aussi plus, moins dans la joute de tous les jours, moins dans le quotidien. Des jeunes qui rentrent en politique, des jeunes maires, mairesses notamment, on l'a vu beaucoup au palier municipal, mais aussi Émilie Stérien-Lessard, qui a été porte-parole 4-5 mois de Québec solidaire et qui a quitté un peu en claquant la porte. Je pense que c'est un enjeu qui est quand même complexe et multifactoriel, mais pourquoi penses-tu qu'il y a autant de départs, de découragement ces temps-ci? Scoop, le sexe des ex-parlementaires, les femmes ex-parlementaires sont en train de faire une étude parce qu'en 2022, sur 33 départs, il y avait 22 femmes. Incroyable, hein? C'est 2 tiers. 2 tiers. Sur 33 personnes qui sont parties volontairement. Pas les défaites, là. Sans compter les défaites électorales. Oui. Donc, il y a un problème d'abord avec les femmes, avec les jeunes femmes, parce que ce qu'on voit dans les municipalités, c'est beaucoup des jeunes femmes. Oui. Alors, comment les personnes voient-elles la politique avant d'y entrer et comment est-ce qu'on les prépare? Les attentes, la gestion des attentes et la préparation. La préparation, parce que c'est pas simple, la politique. Et c'est une bataille. Il faut le dire. C'est une bataille d'idées. C'est pour ça que c'est une noble bataille. Combien de fois j'ai fait des discours à l'Assemblée nationale tard le soir quand personne nous écoute, là? Puis je disais, c'est le fun maintenant. On se bat plus avec des idées. On se bat plus avec des épées. On se bat avec des idées. C'est ça, la politique. Mais c'est ça, c'est d'échanger, de débattre, d'argumenter, jamais tomber dans le niveau personnel. Fait que, il y a des choses qui sont arrivées. D'abord, les réseaux sociaux font que les gens directement t'envoient des commentaires et la partie hargneuse de ces commentaires devient très visible. Mm-hmm. C'est très difficile pour les gens qui sont pas préparés à ça. J'en ai reçu des commentaires hargneux là, dans ma vie. J'ai eu des téléphones de menaces. J'ai déjà fermé le bureau de comté pendant 24 heures. Je l'ai jamais dit. Parce qu'il y a quelqu'un, après que j'ai fait la commission parlementaire sur Mme Lise Thibault, il y a quelqu'un qui a appelé pour dire écoutez... pour faire des menaces. On a des guns, vous savez, nous autres. Ah, mon Dieu. Fait que, puis d'autres affaires comme ça sont arrivées. Mais j'avais des gens armés avec moi dans le sens de, tu sais, des gens qui avaient fait du travail social, des gens qui avaient un vécu. Moi-même, je suis arrivée en politique à 42 ans. Fait qu'il y avait un bagage, une expérience déjà. J'avais une expérience. J'avais été président de la Régie de la santé. J'avais été président du Conseil de la culture de Québec-Chaudière-Appalaches pendant 5 ans. Donc, ça m'avait armé à ces débats-là et à ce type d'échange-là. Est-ce que les jeunes femmes qui embarquent en politique
connaissent ce milieu-là et est-ce qu'on les amène à comprendre quel type de débat c'est? Deuxièmement, est-ce qu'on les protège assez des médias sociaux, de tout ça? Parce que moi, je faisais filtrer, là, parce que tu peux pas voir tout le temps, tous les jours, des gens t'insulter sans que tu deviennes affecté psychologiquement. Peu importe ton âge, peu importe ton sexe, c'est clair. Alors, il faut faire filtrer, il faut avoir des réflexes de défense de la part des gens autour de nous. C'est très important. Intéressant, parce que je me dis peut-être qu'on devrait, peut-être l'Assemblée nationale, ou peut-être que ça pourrait venir effectivement de cercles d'ex-parlementaires, de faire des propositions pour, disons, armer, outiller les élus avec un E, notamment et principalement pour passer à travers finalement, parce que effectivement, ça sera jamais facile, la politique. Moi, c'est ça en bout de ligne qui me vient en tête, c'est que si on attend que ce soit facile, on peut peut-être la faire évoluer. Par contre, conciliation famille-travail, il y a plein de choses à faire, mais le débat et la critique, ça ne changera pas. Ce qu'on peut changer, c'est effectivement comment on la reçoit, comment on est entouré, comment on est préparé. Mais je veux pas dire est-ce que ces femmes-là étaient assez préparées et est-ce qu'elles avaient conscience du type d'univers dans lequel elles allaient entrer, puis est-ce qu'on les a protégées? C'est vraiment les 3 questions que je me pose. Très intéressant. Puis elles ont chacune leur particularité et leur expérience, mais il y a probablement un fil conducteur aussi. Et il y a l'âge aussi. On en parlait justement, puis quand on parle des femmes ex-parlementaires, là, on se fait un petit déjeuner une fois par année, là, puis on discute vraiment, là, on débat de sujets comme ça pour essayer parce que chacune d'entre nous, dans nos régions, on est invité à débattre, à discuter. Il y a des gens qui sont, mettons, qui vont faire des discours à tel endroit. Ça, on est encore impliqués, engagés socialement. Alors, puis je pense que la vie d'aînés, parfois, ça peut être intéressant, de gens qui ont vécu quelque chose dans le passé. C'est sûr, parce que puis plus tu as d'expérience, plus tu les relativises dans le grand portrait, là. Alors, il y avait des caquistes, il y avait des libérales, il y avait des péquistes, puis on était tous d'accord là-dessus. Comment est-ce qu'on peut faire pour à la fois changer la politique, mais préparer à la politique? Puis c'est pour ça que je disais que quand va sortir l'étude qu'est en train de faire le cercle des femmes ex-parlementaires, ça va être intéressant parce qu'on veut engager un débat à partir de ça. Super intéressant. Très hâte de voir ça. Je me dis aussi peut-être, puis là, je veux pas savoir ce qu'il y a dans l'étude et tout ça, mais du mentorat. Une femme ou un jeune en général, là, pas juste les femmes, mais qui veut aller en politique, aurait avantage à profiter de toute l'expérience que vous avez, les anciennes parlementaires. Ce bagage-là, peut-être que c'est pas pareil qu'avoir eu l'expérience soi-même. Mais tu vois, il existe un programme de mentorat. Il est très peu utilisé. Les femmes qui entrent en politique à l'Assemblée nationale, il y en a peut-être 2 qui l'ont utilisé seulement, 2, 3. L'appel est lancé, profitons-en. Il n'est pas beaucoup utilisé. L'autre chose, c'est la question que les gens posaient, quand j'ai dit est-ce qu'elles sont préparées, quand tu entres jeune en politique, on dirait que les gars, eux autres, ils font tête baissée puis ils sont imperméables. C'est vrai, dirait, hein? Tandis que les filles, on le prend personnel quand ça rentre les choses. Donc, on le prend personnel et on doute. On doute beaucoup. Syndrome de l'imposteur. Puis en même temps, est-ce que les jeunes sont préparés à une des discussions qui a eu lieu, c'est est-ce que c'est une question de génération qui ne serait pas habitué à se faire confronter comme ça? J'en suis pas sûre. Moi, je pense que oui, un l'idée petit peu. de préparation, c'est aussi, si c'est ça aussi, ben c'est de préparer, de bien comprendre le fonctionnement du mode politique, qui est vraiment, comme je disais, une bataille d'arguments. Intéressant. Puis c'est vrai, les femmes doutent beaucoup. Je pense que ça fait aussi notre force en même temps, puis de toujours se remettre en question et tout ça, mais à un moment donné, faut y aller, là, parce que pendant ce temps-là, c'est vrai que les gars, eux autres, sont comme, moi, je suis prêt à être ministre des Finances, là, n'importe quand. Donnez-moi un comté gagnant, j'y vais, tu sais. Au moment d'enregistrer, c'est la Journée mondiale de lutte à l'homophobie et à la transphobie, 17 mai aujourd'hui. T'es une des premières, sinon la première députée ouvertement gay? Je suis la première femme ouvertement gay à l'Assemblée nationale du Québec. Il y en avait eu une au Canada avant. OK. Puis je suis la première ouvertement gay. Ben, donc, tu as brisé un plafond de verre. Et une des premières, je pense que je suis peut-être la 2e personnalité publique au Québec qui l'a dit. Il y avait Geneviève Paris avant moi, mais la première véritablement personne connue, femme, qui a dit « je suis gay », c'est moi.
Donc, Et vraiment j'en suis fière. un plafond de verre que tu as fait éclater. Oui, tout à fait. En ce moment, les enjeux liés à l'homophobie, à la transphobie, les enjeux LGBTQ de façon générale, c'est très bouillonnant, mais ça a énormément changé. Puis étant donné que tu as connu les luttes depuis des décennies, j'ai vraiment envie d'avoir ta perspective sur les luttes à l'époque, il y a 40 ans, le mariage gay, les droits des gays, versus aujourd'hui où est-ce qu'on est plus... là, présentement, on parle plus de genre, donc la théorie des genres, les toilettes mixtes à l'école, il y a eu toute la question des drag queens, etc. Donc, est-ce que c'est plus polarisé aujourd'hui ou c'était aussi polarisé à l'époque? C'est simplement... Le débat a changé, a évolué vers d'autres enjeux, mais la polarisation n'est pas nécessairement pire aujourd'hui. C'est juste notre perspective. Le débat a changé, mais c'était très polarisé. Écoute, moi, je me suis fait me faire courir après avec un bâton dans les rues de Montréal parce que quelqu'un m'avait vu tenir la main de ma blonde ou Incroyable. il y a des gangs de jeunes qui se tenaient, écoutez ça, là, il y a des gangs de jeunes qui se tenaient à la sortie des bars gays puis qui attaquaient les femmes gays. Les gosses sont fait écœurer par la police de tout le monde. À Montréal, avant les Jeux olympiques, il y a eu un nettoyage de la ville. Moi, j'ai vécu ces endroits-là, ces lieux-là, ces batailles-là. Mais tout ça, c'est une bataille de la reconnaissance des droits des gens et de l'appropriation de son corps. Vous savez, à l'époque, découvrir qu'on est gay, c'était déjà quelque chose. Ça l'est encore, particulièrement dans les régions. Mm-hmm. OK? C'est découvrir que tu as envie de prenez ça personnel. T'as 12 ans, t'as 11 ans, tu découvres ta sexualité. Puis tout à coup, tu réalises que c'est pas pantoute envers... t'es pas hétéro-normé, là. T'as envie de tenir la main d'une fille qui, elle, va hurler si jamais tu le fais, tu sais. Puis que ta mère va te dire... Qu'est-ce que tu vas maladie, gâcher ta vie. Tu vas gâcher ta vie. Mm-hmm. Tu me donneras pas de petits-enfants. Mm. Tu sais, il y a plein de choses derrière. On touche à des choses qui sont fondamentales pour les gens. Alors, c'est une longue bataille qui est passée par non, l'homosexualité n'est pas une maladie mentale. Mm-hmm. Mais il a fallu que je dise ça à ma mère un jour, ma défunte mère. Écoute, maman, j'ai montré le papier des psychologues puis de l'association des psychiatres, puis elle était contente de le voir parce qu'elle a fait... Elle pensait vraiment ça. Oui, elle pensait que j'avais une maladie, tu sais. Puis il y a eu une discussion à partir de ça. Mais là, on part de là. Fait que là, moi, aujourd'hui, quand je vois qu'il y a des débats sur les toilettes, puis est-ce qu'il y a trop de genre, écoutez, c'est tellement peu de gens qui ont tellement de difficultés à trouver leur place dans l'univers. Quand ils l'ont trouvé, laissez-les vivre. Tout ce débat-là, c'est laisser les gens vivre leur sexualité tant elle corrompt pas des jeunes ou que, tu sais... On est dans le consentement. Mm-hmm. On est dans le libre, on est dans des adultes. Le seul... Là où il y a un gros débat, je trouve, qui peut être pertinent, c'est dans les changements de sexe. Mm-hmm. À partir de quel âge? Comment la médication est proposée? J'ai même vu des associations de médecins qui commençaient à se poser des questions. Bon, mais ça, c'est un débat social, non pas sur le genre, mais pour moi, c'est un débat social sur comment est-ce qu'on accompagne ces gens-là et est-ce qu'on le fait de la belle façon? Mm. Alors, laissez les gens découvrir aussi. Tu peux être mêlé à 11 ans, à 12 ans, puis tu peux penser que tu es peut-être un homme, peut-être une femme. Peut-être que moi, si à l'époque la discussion avait eu lieu, je me serais dit, peut-être que je suis un gars. Mais laissez les gens vivre ça, accompagnons-les. Avec bienveillance. Voilà. Moi, c'est vraiment le mot qui me revient toujours. Tu sais, le 17 mai, c'est l'occasion de penser un peu à tout ça, puis comment on a avancé. Moi, je me considère comme une alliée indéfectible et moi aussi, je m'interroge toujours sur la bonne attitude à avoir. Et ce qui manque, c'est ça. C'est la bienveillance, c'est l'humain avant tout. Tu parlais de polarisation. Quand Paul Bégin, c'est lui qui a déposé le projet de loi qui amenait le mariage, l'union civile au Québec. On était les premiers, hein. Au Canada, le mariage, ça n'existait pas. Très précurseur, comme souvent d'ailleurs. C'est Paul Bégin qui avait amené le dossier. Il s'était organisé pour que dans les gens qu'il convoque à l'Assemblée nationale, il y ait des mères avec leurs enfants.
des mères homosexuelles, des homoparentales. OK. Parce qu'ils savaient. Ils disaient, le vrai débat, c'est pas l'union civile au Québec. Le vrai débat, c'est est-ce qu'on leur permet de devenir parents. Mm-hmm. Et à la fin, il a commencé à y avoir à amener des familles qui vivaient avec leurs enfants. Puis tout. Et là, on a comme crevé un abcès. C'était là qui était le vrai débat. C'était le nœud de l'affaire. C'était le nœud de l'affaire. Fait que tu vois, et c'était très polarisé avant la commission parlementaire. Très, très, très polarisé. Mais après, il y a voir des vrais gens. La majorité a tout à coup fait « Ah, ben mon Dieu, ça se passe bien, c'est merveilleux, laissons-les aller. Rendons les gens heureux. Soyons bienveillants envers eux. Mais surveillons la situation, comme pour les couples hétéros. Il y a des mauvais parents, il y a protège les enfants, point final. Point final, protégeons les enfants. Mais c'est drôle parce que, justement, j'ai vu une statistique cette semaine sur l'appui de la population aux familles homoparentales. Puis encore une personne sur 3 qui pense que c'est pas correct. Donc, on voit comment il y a encore du chemin à faire, mais on voit aussi que les choses avancent et qu'il y a de plus en plus d'exemples. Moi, à l'école de mon enfant, j'en vois un couple, une famille homoparentale, puis ça nous semble maintenant tellement normal. Ça dépend des milieux encore. Je pense effectivement en région, peut-être que ce sera encore très difficile. Ça avance, mais encore une personne sur 3 qui est contre cette idée de famille qui n'est pas là, hétéronormative. Mais le débat est réglé par une loi. Ouais. C'est pour ça que souvent, le 17, quand je faisais des discours, je disais « N'oubliez jamais, un droit, ça ne l'est que quand c'est inscrit dans une loi. Mm-hmm. Il faut pérenniser les résultats des luttes. La manière de les rendre pérennes, qu'ils perdurent à travers le temps, c'est qu'il y ait des lois qui soient là pour les protections. Ouais. Donc, quand il y a eu cette loi-là, il y a un pas vraiment très important qui a été même fait. s'il y a encore une personne sur toi qui n'est pas d'accord, il y a une loi qui permet les choses. Je reviens un petit peu sur la question des toilettes mixtes, qui pour moi est quelque chose d'assez facile à régler en bout de ligne, parce que si toutes les toilettes dans les écoles étaient individuelles, ben tout le monde serait bien puis heureux, puis parce qu'il y a même il y a toutes sortes de personnes qui aiment pas ça, aller aux toilettes avec d'autres personnes à côté d'eux, de toute façon, peu importe si c'est des jeunes trans ou pas. Il y a un comité qui a été mis en place sur l'identité de genre dans les écoles, sur lequel siège notamment Diane Lavallée, que tu connais, je pense. Je connais très bien, c'est une amie. Une femme très, très modérée qui a travaillé dans le milieu de la santé et tout ça. Ça a été très critiqué quand ce comité a été annoncé, notamment parce qu'il n'y avait pas de représentants du milieu LGBT, des chercheurs sur la question trans, etc. Est-ce que tu penses que ça va donner ses fruits, un comité comme celle-là, un comité de sages, ou c'est juste un petit peu une manœuvre politique pour essayer de se donner un bras de distance pour le gouvernement? Ben, si c'est une manœuvre politique, elle est ratée parce que le ministre de l'Éducation a déjà décrété qu'il n'y aurait plus de toilettes mixtes. Donc, il a comme bypassé son propre comité. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Là, tu fais un comité, tu attends des conclusions avant de prendre des décisions comme ça. Mais je pense que ça peut aider. Ça a été critiqué parce que, voyez-vous, quand il y a eu un comité sur la police, il y a toujours des policiers dessus. Ben oui. Quand il y a des comités, c'est services sociaux, tu as des travailleurs sociaux. Fait que je pense qu'il y avait raison de se dire il manque quelqu'un, il manque quelque chose, il manque une voix. Mais ce sont des personnes qui sont intelligentes, bien intentionnées, et il y a du bon soutien. Donc, non, moi, je pense que ça va être intéressant. Il faut savoir que il y a plein de données déjà au ministère de l'Éducation, puis il y a plein d'études qui ont déjà été faites. Ça va peut-être nous permettre de prendre conscience que on a déjà beaucoup réfléchi à ça et que les solutions sont à portée de la main. Mais souvent, malheureusement, je trouve qu'on fait beaucoup de politique avec ça. Puis comme je le dis souvent sur toutes mes tribunes, c'est notamment les jeunes trans, là. Puis les jeunes qui sont en train aussi de découvrir, qui sont pas dans la majorité hétérosexuelle, cisgenre et tout ça. C'est des gens qui sont très, très, très vulnérables. C'est probablement parmi les jeunes les plus vulnérables de notre société. Quand je vois des partis politiques qui font de la politique, de la partisanerie avec ça, là, ça me rend extrêmement fâchée. En terminant, j'ai envie de te demander, toi qui as brisé des plafonds de verre, ça serait quoi le prochain plafond de verre qu'on pourrait faire éclater comme société? Plus de 50% de femmes à l'Assemblée nationale du Québec. Pendant tout un mandat. Ça voir que ça donne une majorité de femmes. Une majorité au Conseil des ministres, parce qu'il n'y a pas le choix, c'est les meilleurs, il faut les mettre là. C'est ça. Bon, mais ça serait intéressant, mais
Si on est pour la parité, il y a une petite contradiction, par exemple. Ben non, la parité, c'est de 40 à 60 %. Ah, fait qu'on serait dans la zone paritaire, mais il y aurait une majorité de Mais femmes. majorité. Moi, je parle de majorité. On n'a jamais vu ça au Québec. On n'a C'est jamais vu ça. un Ben, excellent c'est une femme compromis. politique. Alors, c'est sûr que, comme j'attendais pas la question, mon réflexe a été d'aller vers le milieu politique. Mais je pense que ça serait intéressant comme image. On conclut là-dessus. Merci pour la proposition. Elle est lancée. Merci d'être à l'écoute, tout le monde. La saison se termine bientôt. Donnez-nous des bonnes notes là, et likez nos publications. Venez nous suivre sur Instagram. On se revoit bientôt.